Salut à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui sur l'application Wattpad que m'a conseillé un abonné. Il y a beaucoup d'histoires dessus que des gens peuvent écrire et qui racontent du coup, donc c'est des histoires inventées la plupart. Et il y a beaucoup d'histoires d'horreur, donc je vais vous en raconter 9 aujourd'hui que j'ai sélectionnées pour vous. La première histoire s'intitule « Écoutez vos enfants ». Mon fils est un bon garçon. Il est malin pour son âge. Il essaie vraiment d'être le plus gentil possible avec les autres enfants. Quelquefois, il fait des erreurs, mais comme tous les autres. Il a ses propres raisons pour justifier ce qu'il a fait, avec une logique infantile imparable. C'est ce que dit maman quand elle est en colère. C'est pas grave si je l'ai traité de trou du cul, c'est comme ça que tu appelles tes collègues quelquefois. Il fallait que je le casse l'écran, pour laisser sortir les petits personnages qui étaient enfermés à l'intérieur. Bah, Rebecca, une fois, elle a ramené son chaton à l'école dans son cartable. Alors moi aussi j'ai le droit. Je veux dire, ça peut avoir du sens. Mais cette vision hyper simplifiée du monde peut être problématique. Certaines choses ne sont pas convenables, juste parce que les autres le font. Mais on est adulte, donc on sait tout ça. Ce qui nous ramène à ce qui s'est passé il y a quelques jours. J'étais garée sur le parking de l'école, attendant que les instituteurs accompagnent les petites sections jusqu'au portail. J'allais récupérer mon fils et son ami Jérémy. Un bel après-midi de jeu et de goûter les attendait à la maison, jusqu'à ce que les parents de Jérémy viennent le chercher. Les enfants sont sortis du bâtiment, et mon petit Andrew est venu me rejoindre, plein d'excitation. Derrière lui suivait Jérémy, d'un pas hésitant, l'air très grognon. « Andy, pourquoi ton copain a l'air si ronchon ?» lui ai-je demandé, alors qu'il s'approchait de la fenêtre de la voiture. « Il vient juste de se souvenir que sa maman a fait des cookies hier et qu'il n'en aura pas aujourd'hui, » a-t-il répondu d'un ton dramatique. Eh bien, si le fait de venir à la maison le rend si triste, peut-être que je devrais appeler ses parents pour qu'ils viennent le récupérer maintenant. Non, papa, je sais quoi faire. Il a souri et s'est dirigé vers son ami. Hey, Jérémy, on a des glaces, des cookies et même la nouvelle Xbox. Tu peux venir jouer avec nous? Ça sera plus amusant que de rentrer maintenant. On te ramènera même à la maison en voiture après. Après ça, il a commencé à tirer la manche de son ami pour le faire rentrer dans la voiture. Mais je suis rapidement sortie de celle-ci. Attendez un peu les garçons, je dois parler à Andy un instant. J'ai amené mon fils à l'écart. Et tu ne peux pas mentir de la sorte à ton ami juste pour le faire venir jouer à la maison. Il ne sera pas content de voir qu'une fois à la maison, rien de cela n'était vrai. Mais c'est ce qu'on fait tout le temps avec oncle Tim, pour trouver des amis pour jouer avec moi chez lui, m'a-t-il répondu avec un regard sceptique. Quels amis? Oncle Tim et moi, on va au parc des fois, et on ramène des amis pour jouer. Il les ramène chez eux après, alors c'est bon. C'était le jour où j'ai appris que mon beau-frère avait kidnappé et assassiné plus de 30 enfants en utilisant mon fils comme appât. Andrew pensait que ses amis du parc rentraient toujours chez eux. Mais Dieu sait ce qui leur arrivait avant d'être brutalement tués. Des fois, il faut vraiment faire attention aux raisons qu'ont les enfants de faire ou de dire certaines choses. La deuxième histoire s'intitule « La cave ». Lise, jeune fille de 15 ans, est seule chez elle ce soir-là. Ses parents sont sortis pour faire un petit resto en tête-à-tête. Malgré le violent orage qui se déroulait dehors, la maison est calme et Lise se sent en sécurité. Elle est devant la télé lorsque tout à coup, un éclair frappe non loin de l'habitation et provoque une coupure de courant. Lise a beau être une adolescente raisonnable, une chose la terrifie profondément. La cave où se trouve le disjoncteur. Malheureusement pour elle, elle n'a ni bougie ni lampe électrique. Et elle sait pertinemment que si elle veut rétablir le courant, elle va devoir affronter cette crainte et descendre dans cette maudite cave, dont elle ne s'approche jamais pour des raisons qu'elle ignore d'ailleurs. Elle décide d'appeler son père, pensant qu'il aura peut-être une solution pour lui venir en aide. Lorsque celui-ci décroche, il essaye de la raisonner, en lui disant qu'elle n'a rien à craindre et que cette pièce est tout à fait banale. Puis, voyant qu'elle est vraiment terrorisée à l'idée de descendre là-bas, il lui dit qu'il va rester avec elle au téléphone, pour la guider et lui donner du courage. Lise ouvre lentement la porte et observe les escaliers, qui plongent dans l'obscurité. « Papa, je suis devant les escaliers. »« Bien, ma chérie. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas compter lentement. Chaque fois que tu poseras ton pied sur une marche, tu vas voir, on va descendre ensemble. Je suis tout près de toi. Il n'y a que 13 marches, seulement 13. Courage. » La voix tremblante et la peur au ventre, Lise commence à descendre en murmurant les marches une par une. 1, 2, 3, 4. C'est bien, ma chérie. Continue comme ça, tu y es presque. 8, 9, 10,
Chaque pas de la jeune fille est ponctué par le claquement de sa chaussure sur la marche suivante, comme un tic-tac, égraignant le temps. Tu vois, je reste là, tu vas y arriver. 12, 13, ça y est, tu es arrivé en bas. Maintenant, tu as devant toi. Le père n'a pas le temps de terminer la phrase. Il est coupé par le son du claquement de chaussures de sa fille et entend à l'autre bout du fil 14, 15, 16. Lise. Lorsque les parents rentrèrent à leur domicile, tout affolés, ils trouvèrent la maison plongée dans le noir. La porte de la cave était ouverte, Lise n'était plus là. Le père tenta en vain de joindre sa fille, mais lorsqu'elle décrocha, il entendit 566, 567, 568. Ça m'a fait penser au SCP 087. Vous savez, le SCP qui... en fait, c'est un escalier. Et quand... Bah en fait, genre au bout, là, on entend une petite fille, genre en bas, qui pleure. Et on n'arrive jamais au bout. Genre, on a déjà envoyé des gens qui sont jamais arrivés au bout et tout ça, là. Et ça m'a fait penser à ça. Et je me suis dit, du coup, qu'en fait, la petite fille qui pleurait en bas, c'était peut-être elle, là. Peut-être elle est arrivée en bas et du coup, elle s'est mise à pleurer. Parce qu'elle a peur de la cave. Et bah du coup, c'est ça, en fait. Bah, c'est ça, juste. La troisième histoire s'intitule « La voisine ». Un jeune homme habitait dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappa à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Elle le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on cogne de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte, mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, il lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint. Moi, je pense que cette femme, enfin du coup le fantôme, en fait, elle est morte, mais elle ne s'en est pas du tout rendu compte. Et du coup, comme de son vivant, elle n'a pas réussi à fuir et que du coup, c'est ce qui a causé sa mort. Bah là, en fait, en tant que fantôme, elle fuit. Et du coup, elle fait ce qu'elle aurait dû faire en tant que vivant. Elle va demander de l'aide. Sauf que bah, du coup, c'est trop tard. Et en fait, tous les matins, elle se réveille et ça recommence. Et du coup, bah, elle va rechercher de l'aide. Et comme ça, bah, indéfiniment, quoi. La quatrième histoire s'intitule « Ce que voient les animaux ». Vous vous êtes déjà rendu compte que dans les histoires, les animaux peuvent ressentir la présence d'esprits dont nous, les humains, ne pouvons pas deviner l'existence? Vous vous êtes déjà dit que les esprits doivent se déplacer à une vitesse incroyable? Les scientifiques affirment que les chiens, chats, ainsi que d'autres animaux, ne peuvent pas regarder la télévision car leurs yeux sont plus efficaces que les nôtres, et que la seule chose qu'ils peuvent y voir est une image fixe ou simplement un écran statique. Une vidéo consiste en une série d'images qui défilent à une vitesse élevée, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que si j'accélérais une vidéo à 100 fois sa vitesse normale, tout ce que vous verriez serait un écran statique. C'est la même chose pour les chats et les chiens. À présent, posons-nous la question, et si les esprits n'étaient pas transparents? Admettons qu'ils soient visibles, mais qu'ils bougent trop vite pour être vus par nos yeux. Ceci expliquerait que les animaux puissent le voir, mais pas nous. Ça résoudrait également le mystère de l'ombre que vous voyez parfois au coin de l'œil. Et cela pourrait entre autres expliquer pourquoi votre animal vous fixe sans raison. À mon avis, nous ne saurons jamais. La cinquième histoire s'intitule « Es-tu un psychopathe ?» C'est l'histoire d'une jeune fille nommée Stéphie. Un jour, sa mère décéda, des obsèques furent organisées. Toute la famille était présente. Néanmoins, Stéphie remarqua un homme qu'elle ne connaissait pas. Cet homme avait un charme fou et était très beau et séduisant. Stéphie craqua directement. Mais comme elle est très timide, elle n'osa pas lui adresser la parole, ne serait-ce que pour lui demander son nom ou son numéro de téléphone. Des semaines s'étaient écoulées depuis les obsèques, et Stéphie ne faisait que de penser à lui. Un jour, l'envie lui a pris de tuer une de ses sœurs. Pourquoi? Si vous avez répondu juste, vous avez les mêmes pensées qu'un psychopathe. Si vous répondez faux, bah vous êtes normal. Réponse, Stéphie a tué sa sœur pour que lorsque de ses obsèques, elle aurait la chance de revoir cet homme dont elle était follement amoureuse. Mais réfléchis, mais c'est logique en fait, parce que réfléchis. Elle tue sa sœur. Du coup, le mec il revient, vu qu'il est venu à l'enterrement de sa mère, c'est qu'il connaît la famille. Et comme ça, elle le revoit. Et cette fois, elle fait pas la timide.
elle va lui demander son nom et son numéro pour qu'elle n'ait pas à l'avenir à retuer toute sa famille, la grand-mère, l'oncle et la tante, quoi. Parce que là, ça deviendrait problématique, je pense. La 6e histoire s'intitule Enterré vivant. En septembre 2014, une femme grecque atteinte d'un cancer a été enterrée vivante par accident. Elle se réveilla dans un cercueil et mourut avant qu'on puisse la sauver. Des visiteurs du cimetière avaient entendu des cris et des bruits de lutte. Quand ils ont fini par la déterrer, elle était morte depuis des heures. Je vous signale que ça n'était pas pendant le Moyen-Âge, c'était en septembre 2014. Certains sont plus chanceux. Un cas étonnant s'est passé en 1915, alors qu'une femme, originaire de Californie du Sud, Easy Dunbar, a été victime d'une crise d'épilepsie fatale. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Sa sœur, arrivée en retard à l'enterrement, exigea de voir le visage de sa sœur une dernière fois. Alors qu'il jetait les premières pelles de terre, quand ils ont ouvert son cercueil, Easy s'est assise et a souri aux personnes en deuil autour d'elle. Une vision qui a horrifié tous ceux présents. Elle vécut 47 ans de plus. La 7e histoire s'intitule « Je suis en enfer ». Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce que je vis. Je suis bel et bien en enfer. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Enfin, je ne vois aucune raison qui expliquerait ma présence ici. Mais bon, je ne connais aucun endroit sur la planète qui ressemble à celui-ci. L'enfer, ou du moins la partie de l'enfer où je me trouve, ne ressemble pas vraiment à ce que vous pourriez imaginer. Ce n'est pas une caverne remplie de feu, des flammes et de démons rouges qui me tourmentent. Au lieu de ça, il y a juste un grand désert, vide, et il n'y a personne. À part moi. Maintenant, vous devez penser que ce n'est pas si mal finalement. Ça pourrait être pire, mais croyez-le ou pas, ça l'est. Même si je suis en enfer, j'ai toujours faim. Cela doit être ma punition. Je suis perpétuellement affamée. Et il n'y a rien à manger dans ce désert, rien, excepté cet animal. Et il me nargue, comme s'il savait pour ma faim insatiable. Évidemment, j'essaie de l'attraper pour me nourrir, et c'est là que ça devient mauvais. Vu que c'est l'enfer, cet animal ne peut pas être attrapé. Chaque fois que j'essaie, à chaque fois que je suis sur le point de l'attraper ou de le tuer, il parvient miraculeusement à s'échapper. Donc ceci est mon destin, une faim éternelle et de la nourriture à portée de main, mais inaccessible. Parfois, je me prends à être inventif, à tester de nouvelles idées pour attraper ma proie, espérant que cette fois ce sera la bonne. Il y a une sorte de présence invisible ici, qui me donne de nouveaux outils pour m'aider. Mais ce n'est pas par bonté ou compassion, juste pour le plaisir de me voir échouer une nouvelle fois. Pour maintenir en moi une lueur d'espoir. Après tout, si j'étais sûre de ne jamais pouvoir l'attraper, ce foutu animal, je ne souffrirais pas autant, n'est-ce pas? D'autres fois, je décide de ne pas jouer le jeu de mes tourmentes. Je refuse cette chasse inutile, et j'essaie de trouver une autre façon de passer le temps. Mais la faim ne cesse jamais, et ce n'est qu'une question de temps avant que je ne reparte à la chasse. Et si la faim ne m'y oblige pas, l'ennui le fait. C'est là toute la beauté de l'enfer. Je peux cesser cette torture quand je le souhaite, mais quand je le fais, il n'y a littéralement rien d'autre à faire. L'ennui ou un acte futile perpétuel, c'est l'enfer. Je ne peux juste espérer que quand je l'attraperai enfin, le goût du bip bip en vaudra la chandelle. La 8e histoire s'intitule Verrouillée. C'est l'histoire d'Anna, une jeune étudiante qui vivait seule dans son petit appartement. Elle remarquait que depuis qu'elle avait emménagé ici, certaines affaires à elle disparaissaient. Elle remarquait aussi que parfois elle oubliait de verrouiller la porte le soir. Au début, ces événements ne se produisaient que quelques fois. Mais au bout d'un moment, ça devenait de plus en plus répétitif. Alors le soir, elle vérifiait que sa porte était verrouillée en répétant 3 fois « c'est verrouillé, c'est verrouillé, c'est verrouillé ». Mais parfois, elle retrouvait encore sa porte déverrouillée. Elle avait maintenant très peur, parce que ce qu'on lui avait volé n'était rien d'autre que des sous-vêtements, des photos personnelles, etc. Alors elle installa pour une nuit une caméra filmant vers sa porte d'entrée. Le lendemain, elle récupéra la caméra et regarda des heures et des heures d'enregistrement, sans qu'il ne se passe quelque chose. Puis à un moment, elle vit la poignée tourner et quelqu'un entrer chez elle. Au début, elle crut ne pas connaître la personne, mais en regardant bien, elle s'aperçut que c'était le concierge de l'immeuble. Il se dirigeait vers la chambre d'Anna. À la fin de l'enregistrement, elle appela la police pour leur dire que quelqu'un s'introduisait chez elle tous les soirs. La police chercha le concierge, mais ne la trouva pas. La police dit à Anna de dormir tranquillement. Mais elle leur répondit qu'elle avait peur de rester toute seule, et un policier lui proposa de rester devant chez elle, toute la nuit.
Elle le remercia et alla se coucher. Juste avant de s'endormir, elle repensait à la vidéo et une chose lui glaça le sang. Son enregistrement, elle avait vu l'homme rentrer, mais pas ressortir. Elle se leva doucement, toute tremblante, et sentit tout à coup une respiration chaude sur ses chevilles. Elle courut le plus vite possible hors de son appartement et prévenit le policier. Les policiers avaient retrouvé le concierge sous le lit d'Anna, une hache à la main. La 9e et dernière histoire s'intitule « Les fantômes du vol 401 d'Esther Line ». Le 29 décembre 1972, à 2 jours du Nouvel An, le vol 401 d'Esther Line décolle de l'aéroport de New York, avec 177 personnes à bord, dont 14 membres de l'équipage. Mis en service récemment, il totalise 985 heures de vol. Quelques heures plus tard, à 23h42, à proximité de l'aéroport international de Miami, un problème technique le précipite dans les marécages des Everglades et l'avion s'écrase dans une zone infestée d'alligators et de serpents, tuant sur le coup le commandant de bord Robert Loft, 55 ans et 30 000 heures de vol, et l'officier mécanicien Donald Rebo, 51 ans, 17 heures de vol. Malgré la violence du choc, 75 personnes survivent au crash du vol EA401, 8 membres de l'équipage et 67 passagers. Lorsque les secours arrivent sur place, les passagers vivants, regroupés entre eux, priaient et chantaient des comptines de Noël. Le plus incroyable est que la plupart des 75 miraculés auraient auparavant déjà survécu à des crashs d'avion, à des chutes d'étage ou entre autres à des terribles accidents de voiture. Des fantômes en plein vol? Les mois qui suivent, Robert Loft et Donald Rebo refont étrangement parler d'eux. En effet, 5, puis 15, puis 27 personnes, dont des pilotes, des hôtesses de l'air et des mécaniciens, attestent avoir vu les fantômes des deux hommes. Le 18 mars 1974, 2 hôtesses de l'air et un steward jurent avoir aperçu le visage de Robert Loft sur la vitre du four électrique, celui récupéré intact au crash. Le visage de Robert Loft se serait animé et ce dernier aurait dit « Attention Frank, le feu, attention, le feu ». Le lendemain, 1 minute après le décollage de ce même avion, le réacteur gauche prit feu. Un atterrissage forcé sauva in extremis la vie des passagers. Le 16 juin 1974, une voix annonça dans les haut-parleurs l'habituel message demandant aux passagers d'attacher leur ceinture. Problème? Personne n'a pris le micro pour donner l'ordre. Fut recensé également le témoignage de capitaine, senior d'Esther Line, un homme respecté de tous, qui déclara avoir entendu, en plein vol, un bruit de froissement, s'être retourné et avoir aperçu Donald Rebo qui lui dit « Cet avion ne marche pas bien, mais ne t'inquiète pas, je suis là ». La presse s'empara alors de l'affaire et la compagnie aérienne menaça de licencier tous ses salariés qui témoignèrent de ces étranges apparitions. Cette dernière fit même venir un prêtre exorciste pour protéger les avions et les exorciser. Hallucination collective ou phénomène paranormal? J'espère que ces 9 histoires et que cette vidéo vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu pour plus de vidéos comme ça. Merci à tous et des bisous.